Donc, la Constitution de 1958 que nous allons commencer à étudier à partir de son article 1 jusqu'à son article 89. En disant cela, on a l'impression qu'il y a 89 articles dans cette Constitution. En fait, il y en a plus parce qu'il y a un certain nombre de sous-articles. Hein. Il y a très exactement 28 sous-articles qui sont des articles qui sont sous-articles parce qu'ils sont numérotés avec le numéro d'un article, puis 1, 2 ou 3, mais en fait ce sont des articles qui sont censément indépendants les uns des autres. Donc il y a Ouais. très exactement 89 plus 28. Christian, Oui, tu vas pas nous faire l'article. oui, Aujourd'hui, tu fais le oui, préambule. oui. Oui, en fait, j'ai continué à vous faire l'article parce que je ne vais pas commencer vraiment tout de suite. Voilà. Oui, je ferai deux remarques préliminaires avant d'attaquer l'article 1, avant d'attaquer le préambule plus exactement, qui précède l'article 1. C'est une remarque de forme, à savoir que par trois fois, au sein de la Constitution de 1958, il y a un emplacement des sous-articles qui est contestable. Ça concerne l'article 68.1 qui fait suite à l'article 68, l'article 71.1 qui fait suite à l'article 71 et l'article 88.1 qui fait suite à l'article 88. Et en fait, à chaque fois, que ce soit après l'article 68, après l'article 71 ou après l'article 88, on saute à un titre suivant. Et donc, je suppose, il faudrait remonter dans l'historique de la Constitution, que ce sont des titres qui ont été ajoutés par rapport à la première version de la Constitution le 4 octobre 1958, mais cela reste à vérifier, et que le législateur n'a pas souhaité décaler le numéro des articles et mettre simplement des sous-numéros. Mais je considère que ça, je ne dirais pas que ça prête à confusion, mais pour la clarté, je dirais, d'ensemble de la Constitution, ça pose un problème parce que l'article 68.1, 68.2, 68.3 n'ont rien à voir avec l'article 68. Alors on va prendre tout de suite un exemple, on ne va pas faire les trois, mais on va regarder le 68. Oui, alors l'article 68. Tout l'intérêt d'avoir une numérotation qui soit. L'article 68, il est dans le titre du président de la République. Et donc, il expose un certain nombre de choses sur le président de la République. Il y a 2 ou 3 articles qui suivent le titre numéro. Alors, je vais Le titre 9, qui parle de la haute cour. Et ensuite, on a l'article 67 qui parle effectivement du président de la République et le 68 est plus précisément axé sur, je lis, destitution, haute cour, voilà, ce qu'elle fait, ses pouvoirs, ce qu'elle peut faire. Voilà. Et ensuite, on arrive au titre 10 de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Et effectivement, on a le 68.1 qui, apparemment, clairement, change de sujet. Voilà. Voilà, écoutez, ça a été dit de façon parfaite par Jean-Charles, donc il n'y a rien de plus à ajouter. Et je pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que donc cet article 68.1, n'est-ce pas, qui fait suite à l'article 68, en fait, inaugure un titre nouveau de la responsabilité pénale des membres du gouvernement qui n'a absolument rien à voir avec l'article 68. Et on a le 68.1, le 68.2 et le 68.3, voilà, qui a priori, puisqu'ils sont des sous-articles, devraient être des annexes ou des codicilles au titre générique, et ça n'est pas du tout le cas. Bon. Donc, je pose la question ouverte de renuméroter ces articles, c'est-à-dire le 68.1 en fait devrait être numéroté 69 et ensuite décaler tous les autres articles pour la bonne compréhension
de la Constitution, parce que tout simplement, lorsqu'on va nous parler de l'article 68.1, qui est extrêmement important, puisqu'il a trait à la responsabilité pénale des membres du gouvernement, sujet que nous avons traité, que nous sommes en train de traiter par ailleurs dans le cadre de l'association Recours Constitution, il semblerait que c'est une déclinaison de l'article 68, or pas du tout. Voilà. Bon. Pareil pour les deux autres cas sur lesquels on ne va pas s'apesantir, mais je soulève cette question. Alors, deuxième remarque préliminaire. Alors, attendez, je vais fermer ça. Voilà. Deuxième remarque préliminaire. Cette constitution du 4 octobre 1958, j'énonce l'idée qu'elle est un texte majoritairement procéduriel, mais qui comporte quelques simili-principes. Je me suis déjà expliqué sur les orientations procédurielles ou principielles des constitutions, et que j'ai indiqué qu'il y avait des constitutions qui étaient plutôt à tendance procédurielle et d'autres plutôt à tendance principielle. J'annonce en début d'analyse que la C58 est à tendance procédurielle. Bien entendu, ça va être vérifié tout au long de l'analyse que nous allons faire des 89 et plus 28 articles qui vont suivre, mais qu'elle comporte quelques simili-principes. Alors je dis simili-principes au lieu de dire principes, pourquoi? Alors pourquoi? Parce que je propose la définition suivante du mot principe. Un principe est une proposition fondamentale, claire et précise, qui doit satisfaire à trois conditions cumulatives. Ne pas pouvoir prêter à plusieurs interprétations possibles, pouvoir servir de base, servant de base à un raisonnement global, et troisième condition, permettant de définir une ou plusieurs règles d'application dans chaque domaine considéré. Ça veut dire en termes clairs qu'on va pouvoir déduire d'un principe un certain nombre de, soit d'autres articles de la Constitution, soit tout simplement de lois ordinaires qui vont trouver leur place dans les différents codes juridiques, les différents 74 codes juridiques du corpus général. Voilà ce que c'est qu'un principe. Et je dis que les principes, les quelques principes qui sont énoncés dans la C58, ne sont pas des principes, je les appelle des simili-principes, et je dis que ce sont des principes que j'appelle simili-principes parce qu'ils me semblent, ces principes, entachés de biais rédactionnels. Et il y a trois techniques de biais qu'on va retrouver à chaque fois et qu'on va pouvoir identifier comme relevant de la première, de la deuxième ou de la troisième technique. C'est le premier type de biais, ce que j'appelle le faux principe ou le non-principe. Il s'agit en fait d'un principe qui énonce une proposition qui est mal ou qui est non définie, ou qui n'est pas définie. Le deuxième type de biais, c'est ce que j'ai appelé le pseudo-principe. Et ça concerne des propositions qui vont être formulées de façon trompeuse. Et on va pouvoir à chaque fois analyser, identifier le dessein, l'objectif, la raison pour laquelle on a formulé, le rédacteur a formulé ce principe de façon trompeuse. Et puis le troisième biais, j'appelle ça le contre-principe. Alors le contre-principe, l'exemple, c'est la vieille plaisanterie de Marx. Sa vieille plaisanterie, en fait, c'est un contre-principe, notamment lorsqu'il a décortiqué la Constitution de 1848. Ça consiste à, vous savez, on l'a suffisamment répété, à énoncer dans une première partie de phrase un principe, puis à le restreindre ou à le rendre inapplicable par l'énoncé d'une deuxième partie de phrase qui généralement est placée après une virgule. Voilà. Et tout ça, ils ont défini ce que j'appelle un contre-principe. Alors, ces deux remarques préliminaires ayant été faites, on va rentrer dans la rédaction proprement dite de la C58, qui commence par un préambule
préambule en 2 paragraphes. Alors, le premier paragraphe, on n'en parlera pas, puisqu'on en a déjà parlé. Hein, je le rappelle, pour mémoire, le peuple français proclame solennellement son attachement. Alors, attendez, je vérifie quelque chose, là, c'est technique. Voilà. Son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils sont définis dans la Déclaration de 1789, la Constitution le préambule de la Constitution de 46 et la Charte de l'environnement 2004. Bon, nous avons vu déjà tout ça, c'est pas la peine de redire des choses qui ont déjà été dites. Le deuxième paragraphe, que je vais vous lire, s'énonce ainsi: en vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Alors, bon, ce paragraphe ne veut aujourd'hui plus rien dire, dans la mesure où l'empire colonial a été décolonisé et que les territoires qui restent sont devenus des départements. Et donc, je pense qu'une mise à jour de la Constitution serait nécessaire de ce point de vue, afin de supprimer ce paragraphe qui n'a plus aucune raison d'être, signification, à moins que tout à l'heure mes collègues me présentent des arguments qui me permettraient de au contraire de penser qu'il faut maintenir ce paragraphe. Le sujet, qu'est-ce que c'est? Le sujet, c'est ce qu'il y a écrit, hein? C'est ce qu'il y a écrit dans le... Voilà, ce qui est écrit là-dedans, en vertu de ces principes et celui de la libre détermination des peuples, la République offre au territoire d'outre-mer. Hein? Alors, on ne va pas me parler... C'est très intéressant de parler des Basques, des Bretons... Non, continue la phrase, continue la phrase. Continue la phrase. Au territoire d'outre-mer, qui manifeste la volonté d'y adhérer. Ah, qui manifeste la volonté d'y adhérer. Des territoires, il s'agit des territoires d'outre-mer. En vertu de ces principes, lesquels, bon, je ne sais pas, en vertu des principes, et celui, alors, libre détermination des peuples, voilà, la République offre au territoire d'outre-mer manifester la volonté d'y adhérer à la République. C'est-à-dire que les territoires d'outre-mer peuvent adhérer à la République. Bien. On parle des territoires d'outre-mer. Nous ne parlons pas de la Corse, nous ne parlons pas de la Bretagne. Bien. Alors, les territoires d'outre-mer, ils ont adhéré à la République. Hein? Et ça s'est divisé en DOM et en TOM. Il y en a qui sont DOM, département d'outre-mer, d'autres qui sont territoires d'outre-mer. Territoire d'outre-mer, c'est un petit peu moins département que les autres. Bon. Je ne dis pas que c'est bien, j'explique ce que ça veut dire, ce qui est écrit. Bien. Alors après, fondé sur l'idéal commun, la liberté, l'égalité, tout ça c'est du blablabla, etc., conçu en vue de la révolution démocratique. Ce qui est important, c'est qu'il y a des territoires d'outre-mer à qui on a dit, est-ce que vous voulez adhérer à la République? Ils ont adhéré à la République. Et ensuite, alors là on anticipe, mais pas beaucoup parce que c'est ensuite l'article qui vient tout de suite après, la République, elle est indivisible. C'est-à-dire qu'une fois, alors je dis pas, attention, je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Hein. Bon, moi j'analyse, disons, je décortique ce qui est écrit dans la Constitution et je vois si c'est clair, si c'est précis et si c'est cohérent. Bon, on va voir que tout est incohérent, mais bon, c'est écrit. Bon. Donc, les DOM et TOM, ils ont manifesté leur volonté dans le cadre du principe de la libre détermination des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., etc., etc. Ils ont manifesté la volonté d'adhérer à la République. Et à partir du moment où ils ont adhéré à la République, ils rentrent dans le cadre de l'article 1, la République indivisible. Donc, la Martinique, si elle veut sortir de la République, c'est comme les Bretons.
C'est incompatible avec l'article 1. Voilà. Voilà ce que dit la Constitution. Et lorsque j'ai dit, moi, du coup, parce que j'avais dit de façon très précise que je pensais que cet article, je disais que cet article était obsolète, qu'il n'avait plus de raison d'être, à défaut que mes collègues me présentent des arguments. Donc, on m'a présenté des arguments qui ne m'ont pas convaincu. On dit, j'ai eu ensuite un échange d'arguments sur les peuples peuvent faire ceci, peuvent faire cela. Bon, c'est très très bien, mais c'est pas en lien avec la question est-ce que ce paragraphe, est-ce que ce paragraphe est cohérent avec l'ensemble de la Constitution. Et je dis non parce que ce paragraphe dit les peuples d'outre-mer vont pouvoir manifester leur volonté d'adhérer à la République. Ça y est, c'est fait. Donc, il faut l'enlever, ce paragraphe. Maintenant, les peuples qui ont adhéré à la République... Alors, après, on va peut-être contester le référendum, comment ça a été fait. C'est un autre problème. C'est une autre question. C'est une question politique qui n'a rien à voir avec la Constitution. La Constitution, elle dit, ils ont adhéré, ils font partie de la République, et la République est indivisible, c'est terminé, ils ne peuvent plus se retirer. Voilà comment je l'interprète. Alors, maintenant, je reviens sur d'autres choses qui ont été dites. Jean-Charles nous dit, dans une constitution, il n'y a pas que du principiel, et de la procédure, du procéduriel, il y a aussi du déclaratif. Alors ça s'appelle le performatif. C'est-à-dire que, voilà, je dis, la séance est ouverte, ben voilà, c'est-à-dire ce que je dis, c'est quelque chose qui se fait. Bon. Alors, le performatif, on va entrer tout de suite dedans parce que très rapidement, dans l'article 1, il y a du performatif. Et je vais vous expliquer, donc j'anticipe un peu. Pour moi, le performatif est une déviance du principiel. Bon, on va y venir, mais voilà, je commence à répondre partiellement à ce que disait Jean-Charles. C'est savoir qu'est-ce que veut dire ce paragraphe. Bon, alors, soit ce paragraphe... Alors, soit il faut supprimer ou amender ce paragraphe parce qu'il n'est pas clair. C'est même pas qu'il n'est pas précis, il n'est pas clair. C'est qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Alors, ouais, voilà une critique qui est une vraie critique qui relève de notre travail. Bon. Soit il est clair et c'était mon hypothèse, mais la première hypothèse peut être retenue également. Mon hypothèse, c'est que le paragraphe est clair, mais il indique une étape à faire qui a été faite et qui maintenant, quand on lit ce paragraphe, ça ne veut plus rien dire. Alors, prenons par contre, je pense qu'on est dans l'option numéro 1, c'est-à-dire ce paragraphe n'est pas clair. Alors là, d'accord. Alors, si ce paragraphe n'est pas clair, bon, c'est un veto ou c'est une pénalité, autant qu'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire ce paragraphe? Bon. Soit ça veut dire, alors déjà, à partir du moment où on dit soit ou soit, ça veut dire qu'il n'est pas clair, hein, il n'est pas précis. Soit ça veut dire les peuples, attention, les territoires d'outre-mer, hein, parce que là, j'insiste bien, on parle uniquement des territoires d'outre-mer. Bon. Les territoires d'outre-mer, ils vont avoir la possibilité d'adhérer à la République, mais si un jour ils veulent ne plus y adhérer, ils n'ont qu'à le dire et ils sortiront de la République. Est-ce que ça veut dire ça? Bon, alors là, c'est une question de grammaire, de syntaxe. Est-ce que vraiment ça veut dire ça? Alors je ne pense pas, mais on peut parler. À ce moment-là, on est dans le job, on va parler de comment on peut l'interpréter. Mais ne me parle pas des Kanaks qui veulent, il y a deux groupes. C'est pas le sujet, les Kanaks. C'est le sujet c'est une question de principe. Hein? Est-ce qu'un peuple d'outre-mer... Bon, ensuite est-ce qu'on peut extrapoler ça au département français? La Corse, est-ce qu'on peut extrapoler? Alors, je dirais d'un point de vue grammatical, non. Bon, on aurait dit, en vertu de ces principes, et de celui de la libre détermination des peuples, alors là, ok, bon, le mot peuple, c'est ce que j'en pense, mais ok, on va laisser ça. La République offre au territoire, à tous les territoires de la nation, la possibilité d'adhérer ou pas adhérer. Bon, ce serait écrit comme ça, oui, ça voudrait dire qu'à tout moment, bon, il y a un secteur géographique
de la nation qui va pouvoir dire ben, je n'adhère plus au principe de la République, etc. etc. Mais c'est pas écrit comme ça. C'est écrit, et là je récapitule, ça concerne les peuples d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, pardon, les territoires, hein, territoires d'outre-mer, voilà, et on dit ceux qui veulent adhérer à la République peuvent adhérer. Alors, est-ce qu'il y a une notion évolutive là-dedans? Très certainement, effectivement, le texte n'est pas assez clair dessus, c'est-à-dire qu'il ne dit pas si, une fois qu'ils ont manifesté la volonté d'adhérer à la République, et qu'on leur a donné des institutions nouvelles, ben oui, parce qu'avant ils avaient des institutions qui étaient coloniales, mais dans des institutions nouvelles, c'est celle de la République. Bon. Est-ce qu'ils ont la possibilité ensuite de changer d'avis? Bon, le texte ne le dit pas. Effectivement, le texte ne le dit pas. Alors, à partir du moment où il ne le dit pas, eh bien, je dirais que la logique, on est dans la logique, on n'est pas dans la politique, on est dans la logique juridique. Et la logique juridique veut que, on a adhéré, on a adhéré. Et à partir du moment où on adhère à la République, eh bien, il y a l'article 1 suivant qui s'applique, c'est-à-dire que la République est indivisible. Et tu ne peux pas en sortir. Alors c'est bien, c'est pas bien, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est pas notre débat là. C'est tout. Il faut s'en tenir à ça. Et donc, on est là pour noter, hein, on est là pour noter en tant qu'expert juridique la clarté, la cohérence, la précision d'un texte. Et ce paragraphe-là, eh ben, il mérite plusieurs pénalités. Il mérite une pénalité parce que il n'est pas clair. Il n'est pas clair, c'est-à-dire que on ne sait pas, effectivement, si une fois qu'ils ont adhéré, ils peuvent désadhérer. Bon. Pour moi, ça coule de source, mais je veux bien admettre l'idée que c'est pas clair. Bon, ça fait donc un point de pénalité. Et puis il y a un autre point de pénalité, à savoir que si on lit ce texte stricto sensu, il dit que à un certain moment, en 1900, je sais pas combien, bon, une fois que le peuple a adhéré, voilà, c'est terminé. Bon, donc et comme ils ont tous adhéré, et c'est plus la peine de mettre, parce que dans 100 ans, dans 200 ans, admettons que les institutions n'aient pas changé, qu'est-ce que ça voudra dire? Ou même pas, attendons, même dans 30 ans, qu'est-ce que ça voudra dire ce paragraphe? Ce paragraphe ne voudra plus rien dire du tout. Voilà ce que j'appelle une analyse strictement juridique. Oui, alors, écoutez, puisqu'on est sur ce sujet, autant continuer. C'est un sujet de toute façon qui est très, très intéressant. Si moi je m'accroche disons, peut-être comme tatillon, hein, bon, voilà, à mon éclairage uniquement d'analyse critique, la question effectivement à creuser, c'est est-ce que si les peuples d'outre-mer, c'est-à-dire tous les DOM et tous les TOM, veulent sortir après être entrés, est-ce que la Constitution leur donne la possibilité? À la lecture, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, encore une fois, faut arrêter maintenant. Hein. Bon. Est-ce qu'en lisant la Constitution, en tant que juriste, hein, est-ce que je vais trouver dans la Constitution quelque chose qui va leur permettre de sortir? Bah, ça, c'est une question intéressante. Alors, moi, je ne trouve rien qui leur permet de sortir. Au milieu de tout ce fatras, je ne trouve rien qui puisse, en tant que tribunal, par exemple, dire je m'appuie sur telle ligne de la Constitution pour dire que les néo-calédoniens qui aujourd'hui ont voté à 50,5% pour la sortie, elles ont le droit de sortir. Je trouve rien. Je trouve au contraire que si on lit la Constitution, je vais agiter l'article 1, je vais dire attendez, c'est indivisible, hein, les gars. Vous êtes rentrés, vous êtes entrés. Alors, les Bretons, ils sont rentrés, les Corses sont rentrés, alors ça s'est passé autrement, là. C'est passé, c'est qu'il y a eu Clovis, et puis après il y a eu je sais pas qui, bon. Mais, bon, après tu sais pas, lorsqu'une nation
a fait ses frontières. Bon, tu ne sais plus comment l'Alsace-Lorraine est arrivée en France. Enfin, toi, tu le sais peut-être, mais l'homme de la rue ne le sait plus. Comment la Bretagne a été rattachée à la France, tu ne le sais pas. Comment la Savoie a été rattachée à la France, tu ne le sais pas. Hein? Tout le sud-ouest, qui était sarrasin, tu ne sais pas non plus comment ça a été rattaché à la France. Bon, aujourd'hui, c'est à la France et ça tombe sous le coup de l'article 1, tu ne peux pas en sortir. Bon, alors, le débat, c'est bien, c'est pas bien, c'est autre chose. Je veux dire, est-ce qu'il y a dans la Constitution quelque chose qui permet, justement, alors ça, il n'y a rien dans la Constitution qui permet à quelque groupement que ce soit de sortir. Il n'y a rien qui permet. Bon, donc après, c'est un autre débat, c'est un mouvement politique. C'est ta lecture, je ne la partage pas. Je la partage pas. Je dis que dans la Constitution, avant l'article 1er, il y a dans le préambule, donc théoriquement encore, il y a un principe qui est énoncé, qui est celui de la libre détermination des peuples. Donc moi, je dis qu'il y a quelque chose. Donc, dans le meilleur des cas, je pense que c'était ta conclusion sur laquelle on pouvait tomber d'accord, c'était sur le fait qu'il y a que le paragraphe n'est pas clair dans ce truc-là. Parce qu'on peut avoir ces deux lectures, et moi je fais cette autre lecture. Et je m'appuie sur le texte. Voilà. Alors, le paragraphe n'est pas clair. Si on veut vraiment détailler ce défaut de clarté de ce paragraphe, on va dire que ces territoires d'outre-mer sont les seuls cas historiques où il y a des territoires qui ont été intégrés à la République par un référendum. Tous les autres territoires que je viens de citer, que je ne vais pas reciter, c'est toujours des faits de guerre, grosso modo, ou des traités, tiens, je prends ça, tu prends ça, bon, voilà. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue même strictement juridique, il serait bon de prévoir si oui ou non, il y a possibilité, après qu'on ait adhéré par voie constitutionnelle finalement, par voie référendaire, on puisse y désadhérer par la même voie. Voilà. Je pense que c'est l'argument, moi c'est le seul argument que je retiendrai en faveur d'une précision qui n'existe pas, hein, mais qui aurait à mettre dans ce... voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas aussi catégorique que Jean-Charles pour dire que cet article est définitivement clair, ils ont adhéré, point final, ils rentrent dans le cadre de l'article 1, mais que compte tenu effectivement que parce qu'il y a aussi la permanence des principes juridiques. Hein, donc, on a vu en étudiant les PFLRR du Conseil constitutionnel, c'est que quand il introduit un principe qui n'existe pas à la Constitution, il dit oui, je l'ai introduit parce que je lis l'histoire. Hein, et j'ai extrait une espèce de récurrence d'un principe que je trouve depuis Louis XIV, donc bon, je le mets là maintenant, hein, parce que c'est moi qui dis le droit mieux que n'importe qui. Bien, sur ce fondement, effectivement, qui n'est pas totalement inique, hein, totalement infondé, on pourrait, il serait bon quand même, effectivement, pour la bonne clarté de ce paragraphe, de dire est-ce qu'il y a un droit de retour. Aujourd'hui, le droit de retour, il est absent, et donc, soit on applique l'article 1, boum, qui arrive tout de suite après, soit il est induit par ce raisonnement que j'amorce, que, étant donné que ça a été fait par référendum, que ça a été fait démocratiquement, ça peut être aussi redéfait démocratiquement. Voilà. Donc, je ne suis pas contre, moi, de mettre une pénalité dans ce sens, sur ce paragraphe, en disant qu'il faut qu'il se positionne, ce paragraphe, sur le droit de retour. Oui ou non, est-ce qu'il y a un droit de retour?